On est rendu à la leçon 24 sur les engrais naturels. Enfin, on va parler des engrais naturels. Donc, on va voir des notions générales sur ces produits-là et on va voir la multitude de produits qu'on peut utiliser quand on veut fertiliser de façon biologique ou de façon naturelle. Donc, je commence avec l'image que vous avez là, c'est un dessin, mais ça montre quand même un petit peu comment fonctionnent les engrais naturels. On en avait parlé dans la leçon 17 où on disait que les engrais naturels avaient besoin de la vie microbienne pour être bien décomposés, pour être disponibles pour les plantes. On le voit un petit peu sur le dessin ici, c'est une publicité. On voit que l'engrais botanique naturel, quand on les peint, il y a des micro-organismes qui se mettent à digérer les produits. Il y en a d'autres qui vont distribuer et qui vont permettre une meilleure assimilation de ces éléments-là par les plantes. Donc, il y a plusieurs organismes dans le sol qui vont intervenir pour rendre ces engrais-là disponibles pour les plantes. Pour le reste, les notions de base qu'on a vues, par exemple, au dernier cours ou à l'avant-dernier cours sur les ratios, vont nous servir évidemment aussi dans les engrais naturels. Si on veut fabriquer des engrais équilibrés, on pourra même utiliser les petits trucs que je vous ai montrés dans les leçons précédentes, comment mélanger des engrais simples pour faire des engrais complets, parce qu'on va le voir, plusieurs des engrais naturels qu'on va voir sont des engrais simples, mais il existe aussi, évidemment, des engrais complets. Donc, je vais avec quelque chose un petit peu plus général pour commencer. En fertilisation biologique, les engrais servent à compléter une fertilisation à base de compost. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la plupart des gens, ou une bonne proportion des gens qui font du jardinage biologique, essaient d'utiliser le moins d'intrants possible, d'acheter le moins de produits possible. Donc, très souvent, des gens qui font des grands jardins biologiques, même des gens qui vont produire des légumes en grande quantité pour les vendre sur le marché, vont souvent faire composter le reste de légumes, les feuilles de choux par exemple, les feuilles de carottes, des trucs comme ça. Ils vont les faire composter et ils vont utiliser ce compost-là comme base de fertilisant dans leur potager, évidemment en mettant des grandes quantités. Maintenant, si le compost qu'on utilise n'est pas suffisant, on pourrait toujours le complémenter avec de l'engrais naturel. Donc, on compte sur le compost d'abord et avant tout pour structurer le sol, évidemment, mais aussi pour apporter certains éléments nutritifs, apporter de la vie dans le sol. Et au besoin, si on n'a pas assez de compost, notre compost n'est pas assez riche pour les besoins des plantes, on peut compléter avec de l'engrais naturel. On peut même mélanger les engrais au compost pendant le compostage. Donc, si on sait à quoi va servir notre compost, on prépare, par exemple, un grand bac de compost qu'on va utiliser dans le potager. On sait que les légumes du potager sont plus gourmands en potassium. Bien, on pourrait faire un tas de compost dans lequel on met évidemment des résidus de cuisine et d'autres produits. Mais on pourrait en plus ajouter par exemple un peu de sulfomag ou un peu de sulfate de potassium qui sont des engrais naturels potassiques dans notre tas de compost. Comme ça, quand on va utiliser notre tas de compost, il va déjà être plus riche en potassium par exemple. Donc, on peut ajouter les engrais dans le tas de compost. Certains vont dire c'est quoi l'avantage de faire ça? Je pourrais très bien mettre mes engrais à part. Si je mets mon engrais dans le tas de compost, il y a plus de chances que les éléments soient incorporés dans des structures organiques et se dégagent de façon encore plus régulière et plus progressive. Donc, du sulfomag que je mets en granule dans un jardin, du sulfomag que j'ai mis dans un tas de compost, il va probablement se dégager un petit peu plus lentement et plus régulièrement s'il est mis au tas de compost et je vais pouvoir faire dans le fond une seule application dans mon jardin qui va à la fois apporter de la matière organique et les éléments nutritifs dont mes plantes ont de besoin. Donc, on peut mélanger les engrais, ça se fait pendant le compostage. Pour que les engrais naturels soient efficaces, le sol doit avoir une bonne vie microbienne. On en a parlé dans la leçon 17. Les engrais naturels, pour la plupart, ne sont pas très solubles. Donc, si je mets de la farine de plume, par exemple, dans de l'eau, je vais me rendre compte que la plupart, le plus gros de ce que j'ai mis va venir se déposer dans le fond du verre, va flotter un peu sur le dessus. Mais il n'y a pas grand-chose qui se dissout dans l'eau. C'est pas comme du vin. Ça ne fond pas dans l'eau, ça se solubilise difficilement la plupart des engrais naturels. Donc, on va avoir besoin des micro-organismes, comme je le disais tantôt, pour fractionner, décomposer, libérer et même à la limite favoriser une meilleure pénétration de ces éléments-là par les racines des plantes. Souvent, les micro-organismes vont se trouver en grande quantité près des racines des plantes et c'est là qu'ils vont faire le plus gros du travail, ce qu'on appelle la rhizosphère. Et comment on va avoir une bonne vie microbienne? Donc, si je mets des engrais naturels, j'ai dit tantôt, je vais avoir une bonne vie microbienne pour qu'ils soient efficaces. C'est assez simple. Stimuler la vie microbienne, ça prend principalement deux choses. Mettre des bonnes quantités de compost, le compost qui contient beaucoup de micro-organismes et en même temps qui les nourrit, qui les stimule, et maintenir un bon pH, évidemment, parce que nos micro-organismes sont aussi sensibles au pH. Donc, si notre sol est trop acide ou trop alcalin, notre vie microbienne va être un petit peu moins bonne.
Donc, si je veux une bonne vie microbienne pour que mes engrais naturels agissent bien, je devrais ajouter des bonnes quantités de compost dans mon sol et maintenir un bon pH. Moi, je dis souvent ça, si vous êtes en jardinerie et vous vendez des engrais naturels à un client, vous devriez quasiment y vendre des sacs de compost en même temps pour être sûr que son engrais naturel fonctionne bien. On est maintenant prêt à les voir par catégorie. Je commence avec les engrais naturels riches en azote. Donc, je travaille par exemple dans un jardin communautaire ou sur un projet de ruelle verte dans lequel je veux faire des potagers et je fais des bacs avec des légumes feuilles, par exemple des épinards, des choux, des trucs comme ça. Bien, je vais avoir avantage à me trouver un engrais naturel azoté pour stimuler justement la croissance des feuilles. Donc, je pourrais très bien donner une fertilisation de base à base de compost, par exemple, et ajouter un engrais azoté pour mes légumes feuilles qui sont gourmands en azote. C'est les produits qu'on va voir là. C'est des produits qui pourraient servir dans des situations de ce genre-là. Premier des engrais naturels azotés, la farine de sang, 1200. C'est pas populaire auprès de tous les jardiniers biologiques, la farine de sang, parce que c'est un produit d'origine animale. Et les produits d'origine animale, il y a toujours les risques. Ils sont petits, mais ils sont possibles de transmission de maladies. On a entendu parler dans les dernières années de la vache folle, la maladie de la vache folle, la grippe aviaire, des trucs comme ça. Donc, les produits animaux ne sont pas toujours la cote, surtout pas le sang et les os, qui sont plus à risque de transporter des maladies. Donc, ça existe, la farine de sang. C'est très populaire comme répulsif, donc ça fait fuir des rongeurs. Les gens vont utiliser ça souvent quand ils vont planter, par exemple, des bulbes de tulipes. Ils vont planter leurs bulbes, ils vont saupoudrer un petit peu de farine de sang sur le dessus du sol. Ça a l'avantage d'apporter de l'azote, évidemment, mais aussi de servir de répulsif contre les rongeurs. Les écureuils risquent d'être moins portés à venir déterrer vos bulbes et à les manger s'il y a de la farine de sang autour. Donc, c'est un répulsif intéressant. C'est surtout utilisé comme répulsif, mais ça peut évidemment aussi être utilisé comme un engrais azoté. La farine de plume, déjà plus intéressant. Vous allez me dire c'est d'origine animale aussi, oui, mais il y a moins de risques dans la plume qu'avec les os ou le sang ou la viande. Donc, farine de plume 1300, c'est tout simplement des plumes de poulet qui sont broyées en farine. Donc, c'est récupéré des abattoirs. On broie les plumes, on fait une espèce de farine qu'on peut utiliser comme engrais. À mon avis, plus intéressant la farine de plume que la farine de sang, parce que la farine de sang, une fois qu'on dilue ça dans de l'eau, c'est pratiquement comme un engrais soluble. Ça ne stimule pas beaucoup la vie microbienne. Ça, c'est moins cher et ça stimule plus la vie microbienne. Et surtout, ça dure plus longtemps. La farine de plume peut durer facilement 3 à 4 mois. Donc, c'est vraiment un engrais naturel à effet prolongé qui va stimuler notre vie microbienne. Donc, c'est quand même intéressant comme engrais azoté. Troisième engrais azoté naturel, la farine de viande et d'os, un peu comme la farine de sang tantôt. C'est un petit peu moins intéressant à cause des risques de transmission de maladies. Ce produit-là a une vitesse d'action moyenne, donc il stimule quand même un petit peu la vie microbienne. Et c'est légèrement alcalinisant, évidemment, à cause de la poudre d'os. Donc l'os est un produit qui contient du calcium et qui est alcalinisant. Donc c'est un engrais qui a un léger effet sur le pH, qui est moins rapide que la farine de sang, mais qui, à mon avis, est moins intéressant que la farine de plume. Donc parmi les trois qu'on vient de voir, je préconiserais plutôt l'utilisation de la farine de plume. Quatrième engrais azoté naturel, l'émulsion de poisson 5,1,1 ou 5,4,1. Le plus souvent, on le voit sous la forme 5,1,1, donc encore une fois un engrais azoté. Celui-là, il est liquide. Donc, il est relativement rapide aussi. Il ne stimule pas tant la vie microbienne. C'est pratiquement comme un engrais de synthèse. On l'applique et ça peut être facilement assimilé par les plantes. Donc, il y a quand même un petit peu d'intervention des micro-organismes, mais pas tant que ça. Je répète ce que je dis, cet engrais-là est un engrais liquide. Donc, on peut l'utiliser par exemple à l'intérieur, mais c'est moins intéressant à utiliser à l'extérieur, surtout sur des grandes surfaces, parce qu'un engrais liquide est évidemment plus cher qu'un engrais en poudre ou granulaire. Donc, quatrième engrais naturel, l'émulsion de poisson. La farine de luzerne, 3,03 ou à peu près, c'est un engrais qui est quand même intéressant pour stimuler la vie microbienne, stimuler la vie des vers de terre aussi. C'est un engrais qui a une vitesse à peu près moyenne à lente, donc qui nécessite le travail des micro-organismes pour être bien décomposé. Donc ça peut être intéressant aussi comme engrais à l'extérieur. Dans le fond, il est aussi potassique qu'azoté. Donc c'est autour du 3,03. Le suivant, la farine de soya ou le tourteau de soya, qui tourne autour d'à peu près 7,2,1. C'est beaucoup utilisé comme un anti-germinatif. C'est un engrais qui a une vitesse d'action moyenne à lente, donc qui va stimuler la vie microbienne et qui contient quand même un bon pourcentage d'azote. Donc, un autre engrais azoté intéressant qu'on pourrait utiliser par exemple en pleine terre, dans un potager ou une plate-bande par exemple.
Autre engrais naturel un peu du même type que la farine ou le tourteau de soya qu'on a vu tantôt, donc le gluten de maïs, qui est aussi un antigerminatif qu'on utilise beaucoup pour cette raison-là, mais qui est quand même un engrais azoté intéressant avec 10 d'azote. Encore une fois, effet moyen à lent, donc quelque chose qui va aussi stimuler la vie microbienne. Les micro-organismes vont devoir fractionner, décomposer ce matériel-là, évidemment, pour rendre l'azote disponible aux plantes. Donc, un autre engrais azoté possible, gluten de maïs. Et finalement, le guano d'oiseaux marins. Il existe deux types de guano. Le guano d'oiseaux marins qui est plus azoté et le guano de chauve-souris qui est plus phosphaté. Le guano de chauve-souris est beaucoup plus difficile à trouver. Théoriquement, il ne devrait pas être disponible à cause des risques de transmission de maladies. Le guano d'oiseaux marins est quand même relativement dispendieux. Il a une action antifongique, donc empêche le développement des champignons. Et il y a aussi une action anti-nématode. Ça, c'est des avantages pour ce produit-là. Et ça a aussi comme avantage de stimuler la vie microbienne du sol. Et très souvent, les guanos, on les utilise en thé de compost. On va voir un petit peu plus tard à la leçon 25 comment faire du thé de compost. Mais des produits comme celui-là, on peut le mélanger à l'eau, faire un thé de compost et appliquer pour les plantes, autant sur le feuillage qu'au sol. Des choses qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, ça fait quand même le tour des engrais azotés naturels. Donc, rapidement, on a vu la farine de sang, la farine de plume, la farine de viande et d'os, le tourteau de soya, le gluten de maïs, le guano d'oiseaux marins et, j'avais oublié, l'émulsion de poisson qui est un engrais azoté naturel mais qui est plutôt liquide. Ça fait le tour pour les engrais azotés naturels. On peut travailler avec à peu près n'importe quel de ces produits-là.